Après avoir lu ceci, vous comprendrez pourquoi ce type qui répond à peine à ses messages, qui annule des rendez-vous quand il a quelque chose de mieux à faire, qui ne la place clairement pas en premier, ce type obtient exactement ce qu'il veut. Pendant ce temps, vous, qui réorganisez tout votre emploi du temps, qui répondez en quelques secondes, qui feriez n'importe quoi pour elle, vous attendez des miettes d'attention en vous demandant ce que vous faites de mal. Vous n'êtes pas fou. Vous avez identifié l'un des schémas les plus brutalement constants des dynamiques relationnelles modernes. Et voici la vérité qui va à l'encontre de décennies de conseils sur être soi-même, montrer ses sentiments et la communication ouverte. L'indifférence stratégique n'est pas seulement une tactique, c'est la posture fondamentale qui sépare les hommes qui sont choisis de ceux qui supplient pour être choisis. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici contredit complètement tout ce qu'on vous a enseigné sur les relations saines. Ça va faire mal, mais ça va vous libérer, parce qu'une fois que vous comprenez les vraies règles du jeu, non pas celles qui devraient exister, mais celles qui existent réellement, vous n'opérerez plus jamais avec un désavantage permanent. Je vais vous montrer exactement pourquoi les hommes émotionnellement disponibles sont systématiquement rejetés, pourquoi plus vous vous souciez, moins elles se soucient, et comment devenir le genre d'homme que les femmes se battent pour garder, au lieu de tolérer par commodité. Le voyage commence par une question simple. Êtes-vous prêt à accepter que la réalité ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez? Je vais commencer par une affirmation qui va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu. La disponibilité émotionnelle ne crée pas l'attirance, elle la tue. Et plus vous devenez disponible, plus vite elle disparaît. Vous connaissez ce scénario par cœur. Vous rencontrez une femme, elle semble intéressée. Vous commencez à discuter, et vous, parce qu'elle vous plaît vraiment, parce que vous voulez que ça marche, vous faites ce que tout le monde vous a appris à faire. Vous devenez présent, disponible, attentionné. Vous répondez rapidement. Vous organisez vos plans autour de son emploi du temps. Vous montrez que vous vous souciez à travers des actions cohérentes. Vous ouvrez votre monde émotionnel parce que la vulnérabilité est une force et la communication honnête construit l'intimité. Et au début, ça marche. Elle apprécie, elle répond, elle montre de l'intérêt. Vous pensez, enfin, quelqu'un qui apprécie un homme qui la traite bien. Vous vous sentez validé d'avoir tout fait correctement. Mais ensuite, quelque chose change, progressivement ou soudainement. Elle met plus de temps à répondre, annule des rendez-vous, devient occupée, a besoin d'espace, n'est pas prête pour quelque chose de sérieux, ou disparaît simplement, vous remplaçant par quelqu'un qui, objectivement, la traite moins bien, mais auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Et vous restez là complètement confus à vous demander « Que s'est-il passé? J'ai tout fait correctement. J'ai été exactement ce qu'elle disait vouloir. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. Vous n'avez pas été rejeté malgré votre disponibilité et votre attention. Vous avez été rejeté précisément parce que vous étiez disponible et attentionné. Votre gentillesse n'était pas le problème. Votre disponibilité constante l'était. Votre transparence émotionnelle complète l'était. Votre investissement disproportionné l'était. Voici la vérité brutale que personne ne veut admettre à voix haute. L'attirance ne se négocie pas, elle se ressent, et elle répond principalement à la perception de la rareté, pas de l'abondance. Lorsque vous devenez complètement disponible, totalement prévisible, émotionnellement transparent dès le début, vous ne créez pas la sécurité ou la confiance. Vous éliminez l'attention, et l'attention n'est pas l'opposé de l'amour. C'est le carburant de l'attirance. Pensez à tout ce que vous valorisez vraiment dans votre vie, que ce soit un objet, une opportunité, une expérience. Maintenant, demandez-vous combien de cela est venu facilement, abondamment, sans effort. Probablement très peu. Les choses que vous valorisez le plus sont celles qui ont été difficiles à obtenir, rares d'une certaine manière, qui ont exigé quelque chose de vous pour être atteintes. Ce n'est pas un défaut du caractère humain, c'est l'économie fondamentale de la valeur perçue. J'ai récemment suivi un client qui personnifie parfaitement ce schéma. Appelons-le André, 32 ans, carrière solide, bon gars, émotionnellement intelligent. Il a rencontré une femme qui l'intéressait vraiment, et il a fait exactement ce qu'il pensait devoir faire. Il est devenu complètement disponible pour elle. Message de bonjour et de bonne nuit. Petits mots pendant la journée pour savoir comment elle allait. Disponibilité immédiate si elle avait besoin de parler de quoi que ce soit,
réorganisation de ses plans de week-end si elle voulait le voir, transparence totale sur à quel point il l'appréciait et où il voyait leur relation aller. 3 mois plus tard, elle a rompu. Elle a dit qu'il était incroyable, mais qu'elle ne sentait pas cette étincelle, qu'il méritait quelqu'un qui le valoriserait davantage, qu'elle n'était pas dans le bon état d'esprit pour une relation. Toutes les phrases toutes faites qui signifient essentiellement « Vous avez rendu très clair que je suis votre meilleure option, alors que vous n'êtes clairement pas la mienne. » 6 mois plus tard, elle est en couple, avec un type qui, selon ses propres mots à des amis communs, ne répond pas toujours à mes messages et a plein de choses en cours dans sa vie. Elle n'est pas dans cette relation parce qu'il la traite mieux. Elle y est parce qu'il la traite comme une partie de sa vie, non comme le centre de son existence. Ce n'est pas une exception, c'est la norme. Et une fois que vous commencez à y prêter attention, vous le voyez partout. Votre grand-père pouvait être direct, honnête, disponible, rendre son intention absolument claire, et ça fonctionnait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il opérait sur un marché relationnel fondamentalement différent. L'engagement avait une valeur sociale tangible. Il y avait la pression des pairs, les attentes familiales, les structures communautaires qui faisaient des relations sérieuses le chemin de moindre résistance. Les femmes avaient de réelles incitations, sociales, économiques, pratiques, à choisir la stabilité plutôt que l'excitation, la prévisibilité plutôt que le mystère. Mais le jeu a été complètement réécrit. Aujourd'hui, à une époque d'options apparemment infinies via les applications, de validation constante via les réseaux sociaux, d'absence de pression sociale réelle pour l'engagement et d'indépendance économique croissante, les dynamiques se sont complètement inversées. La disponibilité émotionnelle n'est plus considérée comme une vertu, elle est interprétée comme un manque d'options. Quand vous répondez immédiatement à chaque fois, vous ne montrez pas que vous vous souciez. Vous signalez que vous n'avez rien de plus important qui rivalise pour votre attention. Quand vous annulez vos plans pour vous adapter à son emploi du temps, vous ne démontrez pas de flexibilité. Vous communiquez que votre vie n'a pas de structure propre suffisamment importante à défendre. Quand vous démontrez un investissement disproportionné tôt, vous ne construisez pas de connexion. Vous révélez quelle est votre meilleure option, alors que vous n'êtes clairement pas la sienne. Et voici le paradoxe qui va vous hanter. Plus vous essayez de prouver votre valeur par la disponibilité et l'effort, plus vous confirmez votre manque de valeur perçue. C'est comme essayer de convaincre quelqu'un que vous êtes confiant, en expliquant à plusieurs reprises pourquoi vous êtes confiant. L'acte même d'avoir besoin de prouver contredit l'affirmation. L'homme indifférent n'a rien besoin de prouver. Il vit simplement d'une manière qui rend évidente une vérité fondamentale. Il a des choses en cours dans sa vie qui sont suffisamment importantes pour rivaliser pour son attention. Elle n'est pas le soleil autour duquel il orbite. Au mieux, elle est une planète orbitant autour de son soleil, et les soleils ne poursuivent pas les planètes. Ils existent simplement, et les planètes sont attirées par leur gravité. Vous pouvez argumenter que c'est injuste, que ça ne devrait pas fonctionner comme ça, que les gens devraient être valorisés pour leur gentillesse et leur disponibilité. Et philosophiquement, peut-être avez-vous raison. Mais la réalité n'opère pas sur la base de comment les choses devraient être. Elle opère sur la base de comment les choses sont. Et ignorer cela par idéalisme ne vous protège pas des conséquences. Cela garantit seulement que vous continuerez à expérimenter exactement le schéma qui vous a amené ici. Donc la question n'est pas de savoir si c'est juste. La question est, allez-vous continuer à opérer selon des règles qui n'existent plus, ou allez-vous accepter les règles qui régissent réellement le jeu et apprendre à y naviguer efficacement? Chaque homme sait intuitivement que la poursuivre la fait fuir, que prendre du recul la fait se rapprocher. Mais la plupart interprètent cela comme de la manipulation psychologique, comme si les femmes décidaient consciemment de punir l'intérêt et de récompenser l'indifférence. La réalité est à la fois plus simple et plus brutale. C'est l'économie de base de la valeur perçue qui opère automatiquement, en dessous du niveau du choix conscient. Imaginez que vous achetez une voiture. Scénario A. Le vendeur dit « C'est le seul modèle que nous avons dans cette couleur. 3 personnes ont déjà montré leur intérêt aujourd'hui. Il partira. Probablement avant demain. Honnêtement, je ne sais pas s'il sera encore là si vous revenez plus tard. » Scénario B. Le vendeur dit « S'il vous plaît, prenez cette voiture. Elle est là depuis 6 mois. Je suis désespéré de la vendre. Je peux baisser le prix, je peux inclure des extras gratuits. J'ai juste besoin de conclure cette vente. » Quel scénario augmente la valeur perçue de la voiture?
La réponse est si évidente que la question semble insultante. Maintenant, appliquez exactement la même logique à vos interactions relationnelles. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours prêt à ajuster votre emploi du temps, toujours en train de démontrer un investissement qui dépasse le sien, vous n'êtes pas aimant ou attentionné. Vous êtes le vendeur désespéré signalant que vous avez un surplus de produits que personne d'autre ne veut acheter. L'homme indifférent ne joue pas à des jeux sophistiqués. Il a littéralement d'autres choses en cours dans sa vie qui rivalisent pour son attention, des projets qui l'enthousiasment, des objectifs qu'il poursuit, des amis qu'il valorise, des routines qu'il maintient, des hobbies qu'il absorbe. Elle n'est pas le centre de son univers parce que son univers a un centre, lui-même, ses objectifs, sa mission. Et cela, paradoxalement, lui donne envie d'orbiter autour de lui. Laissez-moi vous parler de deux types que je connais. D'abord, Raphaël. Quand il rencontre une femme qui l'intéresse, il se concentre totalement sur elle. C'est comme si un projecteur s'allumait et qu'elle était le seul objet éclairé. Il veut parler constamment, partage tout sur sa journée, pose des questions détaillées sur la sienne, est toujours disponible si elle a besoin de soutien émotionnel, annule des plans avec des amis si elle suggère de se voir, met des projets personnels en attente parce que la relation est la priorité. Le résultat? Ça commence toujours fort. Elle apprécie l'attention, se sent spéciale, répond au début, mais inévitablement, en quelques semaines ou quelques mois, elle commence à prendre ses distances, a besoin d'espace, est confuse sur ce qu'elle veut, ne sent pas qu'ils sont compatibles, bien qu'il soit un si bon gars, finit par rompre ou disparaît simplement. Et Raphaël reste complètement perplexe parce qu'il a tout fait correctement. Deuxièmement, Marcel. Quand il rencontre une femme, il maintient sa routine complètement inchangée. Salle de sport 5 fois par semaine à la même heure. Projet parallèle qui consomme ses soirées du mardi et du jeudi. Week-end souvent engagé avec des amis ou des hobbies. Il répond aux messages quand il a vraiment le temps, pas quand il est au milieu de quelque chose. Il sort avec elle quand ça s'intègre naturellement dans son emploi du temps. Il ne réorganise pas tout autour de sa disponibilité, partage des parties de sa vie sélectivement, ne déballe pas tout immédiatement. Le résultat? Elle envoie plus de messages, suggère des rendez-vous, demande ce qu'il fait, pourquoi il a mis du temps à répondre, veut comprendre ses priorités, rivalise pour son attention, valorise chaque moment qu'elle obtient avec lui parce que ce n'est clairement pas garanti. Et la relation, quand elle se forme, est entre deux personnes complètes ajoutant de la valeur à la vie l'un de l'autre. Pas une personne complète portant une moitié dans le besoin. Quelle est la différence fondamentale entre Raphaël et Marcel? Ce n'est pas que Marcel est une meilleure personne ou plus attirant physiquement. C'est que Marcel n'a jamais fait d'elle le soleil autour duquel il orbite. Il a gardé sa vie comme priorité, et elle est naturellement devenue un ajout agréable, pas le but central. Raphaël a transformé sa vie en une orbite autour d'elle, et les soleils ne sont pas attirés par les planètes qui orbitent. Ils les maintiennent simplement en orbite. Maintenant, parlons des mathématiques brutales de l'investissement disproportionné. Les dynamiques relationnelles fonctionnent comme des marchés, et sur les marchés, la valeur est déterminée par le rapport entre l'offre et la demande. Lorsque votre investissement émotionnel dépasse constamment le sien, vous ne créez pas de réciprocité, vous créez un déséquilibre. Et le déséquilibre ne génère pas l'attirance. Il génère l'ennui ou pire, quelque chose proche de la répulsion. Pensez à l'investissement comme à une monnaie dans un système économique relationnel. Chaque message que vous envoyez est un investissement. Chaque plan que vous annulez pour l'accommoder est un investissement. Chaque révélation émotionnelle profonde est un investissement. Chaque démonstration qu'elle est plus importante pour vous que vous ne l'êtes pour elle est un investissement. Et voici le principe fondamental qui régit la valeur de toute chose. Personne ne valorise ce qu'il obtient facilement. Personne. Peu importe ce qu'ils disent consciemment. Faites ce test mental honnête. Pensez à vos dernières interactions amoureuses. Dans combien d'entre elles étiez-vous significativement plus investi émotionnellement qu'elles? Maintenant, parmi ces interactions déséquilibrées, combien ont abouti à une relation satisfaisante à long terme? La corrélation est brutalement constante, n'est-ce pas? Celles qui ont fonctionné sont celles où l'investissement était relativement équilibré. Celles qui ont échoué sont celles où vous donniez de l'attention, du temps et de l'énergie émotionnelle comme si c'était illimité et gratuit. Voici ce qui se passe
lorsque vous opérez avec un investissement disproportionné, vous vendez essentiellement votre attention avec un rabais massif. Et un rabais communique un message clair. Ce produit n'a pas une demande suffisante pour justifier son plein prix. Pourquoi devriez-vous payer le prix fort pour quelque chose que le vendeur est désespéré de donner presque gratuitement? J'ai suivi une femme il y a quelques mois, appelons-la Julie, qui illustre parfaitement l'autre côté de cette dynamique. Elle avait 2 hommes intéressés par elle simultanément. L'un, Pierre, était constamment disponible, répondait immédiatement, planifiait des rendez-vous élaborés, exprimait clairement à quel point il l'appréciait, était de toute évidence très investi. L'autre, Lucas, était plus difficile à joindre, mettait du temps à répondre, annulait parfois des rendez-vous, était moins expressif émotionnellement, de toute évidence moins investi. Rationnellement, Julie savait que Pierre était le meilleur choix. Il la traitait mieux, était plus fiable, plus communicatif. Elle a même dit littéralement « Je sais que je devrais choisir Pierre. Il serait bon pour moi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Lucas. Je ne sais pas ce que c'est. » Ce qu'elle ne pouvait pas articuler consciemment, c'est que son cerveau faisait automatiquement un calcul de valeur perçue. Pierre avait une faible valeur perçue précisément parce qu'il était si disponible. Lucas avait une haute valeur perçue précisément parce qu'il ne l'était pas. Cela n'avait rien à voir avec qui était la meilleure personne. Cela avait tout à voir avec qui signalait la rareté par opposition à l'abondance par son comportement. Finalement, Julie a choisi Lucas. Et surprise pour personne qui comprend ces dynamiques, dès qu'elle s'est totalement engagée et que son investissement a dépassé le sien, Lucas a perdu tout intérêt et a rompu. Pourquoi ? Parce que ce qui l'attirait, c'était l'attention, le défi, le besoin de rivaliser pour son attention. Une fois qu'elle est devenue totalement disponible, totalement investie, totalement prévisible, la valeur perçue a chuté. Est-ce cruel? Est-ce superficiel? Peut-être, mais c'est réel. Et opérer comme si ce n'était pas réel, parce que vous préféreriez que ce ne le soit pas, ne fait que garantir que vous continuerez à être le Pierre de la situation, regardant pendant qu'elle choisit le Lucas. Voici une autre vérité brutale sur l'investissement. Vous enseignez littéralement aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. Chaque fois que vous répondez immédiatement alors qu'elle met des heures. Chaque fois que vous ajustez votre emploi du temps alors qu'elle ajuste rarement le sien. Chaque fois que vous investissez émotionnellement au-delà de ce qu'elle rend, vous l'entraînez à croire que votre temps, votre attention et votre énergie émotionnelle ont une faible valeur. Qu'ils n'ont pas besoin d'être gagnés ou rendus parce qu'ils sont donnés librement indépendamment de son comportement. Et voici la partie que personne ne veut accepter. Une fois que vous avez établi ce schéma, il est incroyablement difficile de le changer au sein de la même relation ou interaction, parce que vous avez déjà fixé le prix. Vous avez déjà communiqué la valeur. Essayer d'augmenter le prix après avoir déjà vendu à bas prix est perçu comme de la manipulation ou un changement de personnalité incohérent. La seule façon d'éviter ce piège est de ne jamais y tomber initialement. Calibrez votre investissement dès le début. Correspondre au sien, ne pas le dépasser dans l'espoir qu'elle finira par égaler. Maintenir vos priorités et vos routines intactes jusqu'à ce qu'elle démontre, par des actions cohérentes dans le temps, qu'elle a gagné l'accès à plus d'investissement de votre part. L'homme indifférent comprend cela instinctivement. Il ne calcule pas chaque interaction, il a simplement une vie suffisamment complète pour que l'investissement disproportionné ne soit jamais une tentation. Il n'a pas besoin de décider consciemment de ne pas répondre immédiatement parce qu'il était réellement en train de faire autre chose. Il n'a pas besoin de faire semblant d'avoir d'autres plans parce qu'il a littéralement d'autres priorités. Sa rareté est une conséquence naturelle d'une vie bien remplie, pas une tactique manipulatrice. Et c'est pourquoi ça marche si bien. Parce que ce n'est pas une performance. C'est l'authenticité de quelqu'un qui a construit une existence de valeur indépendamment de toute personne spécifique. Et cette authenticité communique la valeur d'une manière qu'aucune quantité de tactique ne peut reproduire. Voici où le récit culturel moderne vous a trahi de la manière la plus complète possible. On vous a systématiquement enseigné que la vulnérabilité est une force, que partager vos peurs et vos insécurités crée de l'intimité, que la communication ouverte sur les sentiments est le fondement de relations saines, que les femmes veulent des hommes émotionnellement disponibles qui gèrent leurs émotions avec elles. Tout cela semble progressiste, éclairé, évolué, et c'est complètement contre-productif dans la pratique de la dynamique de l'attraction. Je vais être absolument direct,
Parce que vous avez besoin d'entendre ceci. Lorsque vous ouvrez complètement votre monde émotionnel à une femme trop tôt, lorsque vous partagez vos insécurités avant d'établir une valeur démontrée, lorsque vous utilisez la vulnérabilité comme un outil pour créer une intimité forcée, vous ne construisez pas une connexion profonde, vous transférez une charge émotionnelle. Vous devenez un travail, pas un prix. La vulnérabilité masculine n'est attirante que lorsqu'elle vient d'une position de force démontrée. Lorsqu'un homme qui a déjà prouvé être capable, résilient, émotionnellement stable par des actions et un comportement cohérent, choisit de partager un moment de vulnérabilité. Cela crée une connexion car c'est perçu comme un cadeau rare. Elle a gagné l'accès à quelque chose que vous ne montrez pas facilement. C'est un choix conscient de s'ouvrir, pas un besoin désespéré de validation émotionnelle. Mais lorsque la vulnérabilité est votre posture par défaut, lorsque vous utilisez la confession émotionnelle comme monnaie pour créer une intimité prématurée, lorsque vous déversez vos insécurités, vos peurs et vos besoins émotionnels dès le début, vous devenez une autre source de besoins émotionnels dans sa vie, pas un refuge contre les exigences du monde. Pensez à une forteresse. Elle a de hauts murs, des portes lourdes, des tours de guet. À l'intérieur, il y a des jardins secrets, des chambres cachées, des trésors gardés. Lorsque vous permettez à quelqu'un d'entrer, après que cette personne a prouvé être digne par le temps, la cohérence et son propre investissement, l'expérience est profonde. Elle a dû gagner son entrée. Elle a dû démontrer sa valeur. L'accès a été conquis, pas donné. Maintenant, imaginez que vous supprimez simplement tous les murs avant que quiconque n'arrive. Il n'y a pas de porte à franchir, pas de mystère à percer, pas de sentiment d'accomplissement. En atteignant l'intérieur, vous n'avez pas facilité la connexion, vous avez éliminé le désir de se connecter. Pourquoi? Parce que la conquête est ce qui crée la valeur psychologique, ce qui vient facilement et facilement écarté. La vulnérabilité prématurée, c'est exactement ça. Vous donnez un accès total à vos espaces émotionnels les plus intimes avant que quiconque ne valorise suffisamment cet accès. Et une fois que vous voyez cette dynamique, vous ne pouvez plus l'ignorer. Dans chaque relation qui a échoué, il y a probablement eu un moment, peut-être l'avez-vous réalisé en temps réel, peut-être seulement rétrospectivement, où vous avez trop partagé, trop tôt, et quelque chose a changé dans la façon dont elle vous voyait. J'ai suivi un homme, appelons-le Philippe, qui illustre parfaitement ce piège. Il a rencontré une femme, forte alchimie initiale, quelques excellents rendez-vous. Et puis, la troisième fois qu'ils se sont vus, elle l'a interrogé sur ses relations passées. Question courante, n'est-ce pas? Mais au lieu de donner une réponse superficielle et de passer à autre chose, Philippe y a vu une opportunité d'être vulnérable et authentique. Il a passé l'heure suivante à décrire en détail comment sa dernière relation s'est terminée, à quel point cela l'a blessé, comment il était encore en train de digérer la douleur, ses insécurités de ne pas être assez bien, ses peurs de s'ouvrir à nouveau. Il a un peu pleuré. Elle a écouté, a semblé compréhensive, a dit les bonnes choses. Mais son intérêt est mort cette nuit-là. Pas immédiatement. Il a fallu quelques semaines de distanciation progressive jusqu'à ce qu'elle dise finalement qu'elle ne sentait pas cette connexion assez forte. Pourquoi? Philippe a interprété cela comme « elle n'était pas prête pour quelqu'un d'émotionnellement disponible ». La réalité? Il lui a déversé une charge émotionnelle massive avant d'établir toute base de valeur démontrée. Il est devenu un projet émotionnel, pas un partenaire potentiel. Voici la distinction cruciale que personne n'explique. Il y a une énorme différence entre être émotionnellement stable et être émotionnellement ouvert. La stabilité émotionnelle est attrayante. Cela signifie que vous traitez vos expériences en interne, que vous avez des structures de soutien, que vous n'avez pas besoin de validation constante pour fonctionner. L'ouverture émotionnelle prématurée, en revanche, signale souvent le contraire. Un besoin de validation externe, un manque de traitement interne, l'utilisation des autres comme des thérapeutes non rémunérés. Les femmes disent qu'elles veulent des hommes vulnérables parce que consciemment, elles le croient sincèrement. Elles valorisent la vulnérabilité chez leurs amis. Elles apprécient quand les hommes de leur vie peuvent partager leurs émotions. Mais l'attirance n'opère pas au niveau conscient des valeurs déclarées. Elle opère à un niveau instinctif de signaux de valeur perçus. Et la vulnérabilité prématurée signale une inversion de polarité. Vous avez besoin de son soutien émotionnel avant d'établir que vous pouvez lui fournir un soutien. Considérez comment cela fonctionne lorsque c'est bien fait. Vous rencontrez quelqu'un.
Vous projetez la compétence, la stabilité, une vie intéressante. Vous ne cachez pas que vous êtes humain, mais vous ne l'utilisez pas non plus comme confessionnal émotionnel. Les mois passent. Elle voit à travers vos actions que vous êtes fiable, capable, émotionnellement régulé. Et puis, à un moment précis où le contexte a du sens, vous partagez quelque chose de vraiment personnel, peut-être sur un défi important que vous avez surmonté, peut-être sur une perte que vous avez traitée, peut-être sur une peur que vous avez affrontée. Ce moment crée une intimité profonde, car elle a déjà établi dans son esprit que vous avez de la valeur. La vulnérabilité ne vous définit pas. Elle complète l'image d'un homme multidimensionnel. Elle n'a pas besoin de vous soutenir émotionnellement, parce que vous avez déjà démontré que vous vous soutenez vous-même. Le partage est un cadeau, pas un fardeau. C'est la vulnérabilité depuis une position de force, complètement différente de la vulnérabilité depuis une position de besoin. Voici un autre schéma que je vois à plusieurs reprises. Les hommes à qui on a appris à gérer les émotions ensemble transforment essentiellement les femmes en leurs thérapeutes non rémunérés. Chaque stress au travail doit être discuté en détail. Chaque conflit avec un ami nécessite une analyse conjointe. Chaque insécurité personnelle a besoin de sa validation. Ce n'est pas un partenariat émotionnel, c'est un travail émotionnel unilatéral. Et le travail n'est pas attirant. Comparé avec l'homme indifférent, il a une vie émotionnelle riche, mais la gère en interne ou avec des structures de soutien appropriées, des amis proches, peut-être un thérapeute, peut-être à travers des activités physiques ou créatives. Il n'utilise pas sa partenaire amoureuse comme dépôt principal pour tout ce qu'il ressent, non pas parce qu'il est refoulé, mais parce qu'il a des canaux de traitement sains qui ne dépendent pas d'elle. Quand il partage avec elle, c'est sélectif, significatif. Ce n'est pas un déversement émotionnel quotidien, c'est un partage intentionnel de choses qui comptent vraiment. Et parce que c'est rare, c'est valorisé, parce que cela ne vient pas avec l'attente qu'elles doivent résoudre ou valider, c'est apprécié, pas redouté. Cela peut sembler froid, comme si je prônais la répression émotionnelle ou un manque d'authenticité. Ce n'est pas le cas. Je prône la discrimination sur avec qui, quand et comment vous partagez vos vulnérabilités. Je prône la construction d'une base de valeurs perçues avant de déposer toute votre vie émotionnelle sur quelqu'un. Je prône d'être suffisamment complet pour que la vulnérabilité soit un ajout à votre profondeur, pas un substitut à son absence. La vérité brutale est: les femmes ne veulent pas être vos thérapeutes. Elles veulent être les partenaires d'hommes qui ont déjà fait le travail de comprendre et de gérer leurs propres expériences émotionnelles. La vulnérabilité partagée depuis une position de force est intime. La vulnérabilité exposée depuis une position de besoin est épuisante. Et voici le test. Si vous retirez sa disponibilité émotionnelle, si elle n'est plus là pour gérer vos émotions avec vous, votre vie émotionnelle s'effondre-t-elle? Ou avez-vous suffisamment de structure pour qu'elle soit un ajout précieux, mais pas une nécessité fondamentale? La réponse à cette question détermine si votre vulnérabilité vient de la force ou de la faiblesse. L'homme qu'aucune femme ne peut manipuler n'est pas émotionnellement fermé, il est émotionnellement autonome. Il gère, il ressent, il partage même. Mais il fait tout cela depuis une position où sa présence est un choix désiré, pas une béquille nécessaire. Et cette indépendance émotionnelle est infiniment plus attrayante qu'une ouverture désespérée. La société moderne a vendu un fantasme spécifique et complètement contre-productif, que les femmes veulent des hommes qui communiquent ouvertement sur absolument tout, qui verbalisent chaque sentiment, qui sont toujours prêts à traiter n'importe quelle situation, qui ne gardent rien de privé ou d'interne. La transparence totale comme idéal suprême d'une relation saine. Et techniquement, à un niveau conscient et rationnel, beaucoup de femmes croient sincèrement vouloir cela. Si vous leur demandez, elles diront « Je veux quelqu'un qui communique. Je veux quelqu'un d'ouvert. Je veux quelqu'un qui partage ses pensées et ses sentiments avec moi. » Ça semble raisonnable, ça semble sain, ça semble mature. Mais observez le comportement réel, pas les déclarations idéologiques. Observez quels hommes elles poursuivent, ceux dont elles fantasment, ceux qu'elles disent ne pas arriver à déchiffrer complètement. Ce n'est pas le type qui est toujours disponible pour de longues conversations sur la relation. Ce n'est pas le type qui verbalise chaque pensée et sentiment. C'est le type qui a une profondeur qu'elle est encore en train de découvrir, des motivations qu'elle essaie encore de comprendre.
des parties de sa vie qui restent mystérieuses et intrigantes. Le mystère n'est pas la tromperie. Le mystère n'est pas de jouer à des jeux. Le mystère, c'est simplement de maintenir des frontières sur ce que vous partagez, quand vous le partagez, et avec quel niveau de détail. C'est l'art de se révéler progressivement par couches, faisant de chaque révélation un privilège gagné par le temps et la démonstration de valeur, pas un droit présumé dès le premier rendez-vous. Pensez à la différence entre lire un livre où tout est expliqué explicitement dans le premier chapitre et un où vous rassemblez des indices, formez des théories, êtes surpris par des révélations bien placées. Lequel maintient votre attention? Lequel relisez-vous? Lequel recommandez-vous à vos amis parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser? L'homme qui communique tout d'emblée est comme le livre qui gâche tous les rebondissements dans l'introduction. C'est peut-être plus sain dans une théorie abstraite des relations, mais c'est fondamentalement moins engageant dans la pratique réelle de l'attraction. La femme qui dit vouloir une communication totale est souvent la même qui perd tout intérêt lorsque vous répondez complètement à cette demande. Pourquoi? Parce que l'attraction opère sur la tension, et la tension nécessite des lacunes. Des lacunes entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, des intervalles entre la disponibilité et l'absence, une différence entre ce que vous montrez volontiers et ce qui reste privé jusqu'à ce que ce soit dûment conquis. Éliminez toutes les lacunes et vous éliminez toute tension. Et sans tension, il n'y a pas d'électricité, pas de curiosité, pas cet élément de « je dois en savoir plus sur ce type » qui l'a fait penser à vous. J'ai récemment suivi une femme, appelons-la Marine, qui était simultanément au premier stade avec 2 hommes. D'abord Daniel. Il lui avait raconté toute l'histoire de sa vie à la 3e semaine, partageait des détails de sa journée quotidiennement, verbalisait exactement ce qu'il ressentait pour elle. Il n'y avait rien en lui qu'elle ne savait pas ou ne pouvait pas prévoir. Deuxièmement, Théo. Elle connaissait les bases sur lui, mais il y avait des couches qu'elle découvrait encore. Il mentionnait des choses en passant qui la rendaient curieuse, mais n'élaborait pas immédiatement. Il avait des hobbies et des intérêts qu'elle apprenait progressivement. Des parties de sa vie qu'il ne partageait pas librement mais auxquelles elle gagnait lentement accès. Rationnellement, Marine appréciait l'ouverture de Daniel. « C'est tellement rafraîchissant, quelqu'un qui communique si bien », a-t-elle dit. Mais émotionnellement, elle était obsédée par Théo. « J'ai l'impression de découvrir constamment de nouvelles couches en lui », a-t-elle expliqué. « Je ne sais pas, il y a quelque chose dans le fait de ne pas tout savoir sur lui qui me donne envie d'en savoir plus. » Elle a finalement choisi Théo. Non pas parce qu'il communiquait moins bien, mais parce que sa communication était dosée, stratégique, révélée par couches. Chaque découverte sur lui semblait être une conquête. Daniel, d'un autre côté, a tout déversé immédiatement, et une fois qu'elle avait la carte complète de qui il était, il n'y avait plus de territoire à explorer. Voici le principe psychologique à l'œuvre. Les humains sont naturellement curieux et motivés par le mystère. Quand quelque chose est complètement connu, complètement prévisible, complètement transparent, il perd sa fascination. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'il n'y a plus de découverte possible. C'est complètement cartographié. Il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus cet élément de « qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui sur cette personne ?» L'homme indifférent comprend cela, non pas parce qu'il a lu un manuel sur les dynamiques relationnelles, mais parce qu'il garde naturellement des parties de sa vie privée. Pas par manipulation, mais parce qu'il croit sincèrement que tout n'a pas besoin d'être partagé immédiatement. Certains aspects de qui il est se révèlent avec le temps. Certaines expériences, il les partage sélectivement avec des personnes qui ont prouvé mériter ce niveau d'accès. Il ne raconte pas toute l'histoire de sa vie au premier rendez-vous, non pas parce qu'il cache quelque chose, mais parce que cela semble écrasant et inutile. Il ne verbalise pas chaque pensée qu'il a sur elle, non pas parce qu'il joue l'inaccessible, mais parce que traiter en interne avant de partager est son schéma naturel. Il n'est pas toujours disponible pour de longues conversations sur la relation parce qu'il a d'autres choses qui exigent son attention mentale. Et tout cela crée ce que les psychologues appellent un fossé de curiosité, cet espace entre ce qui est connu et ce qui reste à découvrir. Ce fossé est ce qui maintient l'intérêt au fil du temps. C'est ce qui l'a fait prêter attention quand vous partagez quelque chose. C'est ce qui rend chaque révélation sur vous significative, plutôt qu'un simple élément de plus sur une liste déjà exhaustive d'informations que vous avez déversées. Comparez cela avec l'homme super communicatif. En quelques semaines, il a déjà partagé pratiquement tout. Elle connaît son passé complet,
sait exactement ce qu'il pense de tout, a un accès complet à chaque pensée et sentiment. Il n'y a plus de mystère, plus de découverte. Il y a juste le maintien de quelque chose de complètement connu. Et voici la vérité. Brutale. Complètement connu est indiscernable de complètement prévisible. Et complètement prévisible est à terme indiscernable de complètement ennuyeux. Non pas parce que la personne est ennuyeuse, mais parce qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir. La carte est complète. Le territoire est entièrement exploré. Maintenant, vous pensez peut-être, mais ça ressemble à des jeux, à de la manipulation. Laissez-moi être clair sur la distinction. La manipulation, c'est quand vous retenez consciemment des informations ou créez un mystère artificiel dans l'intention spécifique de contrôler son niveau d'intérêt. C'est calculé, faux, insoutenable. Ce que je décris est différent. C'est simplement ne pas ressentir la compulsion de partager absolument tout immédiatement. C'est garder certaines choses privées non par stratégie, mais parce que la vie privée est votre état naturel. La différence est l'authenticité contre la performance. L'homme authentiquement mystérieux ne joue pas au mystère. Il ne voit tout simplement pas la nécessité d'ouvrir complètement sa vie intérieure à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé, par le temps et un investissement constant, qu'il a gagné l'accès à ce niveau d'intimité. Il répond aux questions, mais n'élabore pas excessivement, à moins d'en ressentir une réelle envie. Il partage des expériences, mais ne raconte pas chaque détail de chaque histoire. Il révèle des opinions, mais ne transforme pas chaque conversation en une exposition complète de sa philosophie de vie. Il y a une économie naturelle dans sa façon de partager qui laisse toujours de la place pour plus de découvertes. Et voici l'aspect crucial. Cela ne signifie pas être fermé ou distant. Cela signifie être sélectif. Cela signifie que lorsque vous partagez, cela a du poids. Cela signifie que les révélations sont des événements significatifs, pas des occurrences quotidiennes. Cela signifie que l'accès à votre vie intérieure est gagné et par conséquent valorisé. La femme qui est avec un homme comme ça n'a jamais l'impression de tout savoir. Elle découvre toujours une nouvelle facette, un nouvel intérêt, une nouvelle perspective. Il reste intrigant, non pas parce qu'il cache des choses, mais parce qu'il ne ressent pas le besoin de tout étaler d'emblée. Et cette découverte continue est ce qui maintient l'attraction vivante au fil du temps. Comparé avec une relation où tout a été partagé dans les premiers mois, il n'y a plus de surprise, plus de révélation. Il y a juste la continuation de ce qui est déjà complètement connu. Et le complètement connu, aussi merveilleux soit-il, finit par devenir familier. Et le familier, sans élément de découverte continue, peut lentement se transformer en acquis. L'homme qu'aucune femme ne peut manipuler ne joue pas avec l'information. Il valorise simplement sa vie privée suffisamment pour ne pas en donner l'accès complet immédiatement. Il partage stratégiquement, pas sans discernement. Et cette stratégie ne vient pas d'un manuel de séduction, elle vient d'un respect de soi naturel et de la compréhension que l'intimité authentique se construit progressivement et n'est pas déversée prématurément. Voici l'erreur qui détruit plus d'hommes que tout autre. Ils font de la femme le but central de leur vie au lieu d'un ajout précieux à un but déjà existant. Et cette inversion subtile est absolument toxique pour l'attraction. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Les hommes attirants ont des missions, des objectifs clairs qui précèdent toute femme spécifique, des vies structurées autour de la croissance personnelle, des ambitions professionnelles, des projets créatifs, du développement physique, des cercles sociaux établis. La femme ne complète pas ce monde, elle peut y gagner l'entrée si elle se prouve suffisamment précieuse avec le temps. Elle est un ajout désiré, mais pas un composant essentiel. Son monde existe, complet sans elle, et serait légèrement enrichi avec elle. Les hommes non attirants font l'exact opposé. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui les intéresse, cette personne devient instantanément le centre gravitationnel autour duquel tout se met à orbiter. Les programmes de fitness sont ajustés pour accommoder sa disponibilité. Le temps avec les amis est sacrifié pour être disponible quand elle veut se voir. Les projets personnels sont mis en attente parce que la relation est la priorité. Essentiellement, la vie s'arrête pour accommoder cette nouvelle présence centrale. Et voici pourquoi cela échoue si systématiquement. Vous ne pouvez pas être attirant en tant que personne si vous n'avez pas d'abord une vie attirante. Si votre vie n'avait pas de structure, de direction ou de but avant son apparition, l'ajouter ne crée pas cela par magie.
Cela ne fait que rendre votre manque de but plus évident, plus lourd, plus étouffant pour elle. Considérez cette question avec une honnêteté brutale. Si elle disparaissait demain, littéralement sortait complètement de votre vie, que resterait-il? Auriez-vous encore des routines significatives que vous maintenez avec discipline? Des objectifs concrets que vous poursuivez activement? Des relations précieuses que vous avez cultivées de manière cohérente? Des projets qui vous passionnent indépendamment d'un public? Ou son retrait créerait-il un vide immense parce qu'elle était essentiellement devenue tout le contenu de votre existence? Si la réponse est la seconde option, vous avez déjà perdu. Pas seulement avec elle, mais avec n'importe qui, parce qu'elle peut le sentir. Les femmes ont développé des capteurs très calibrés pour détecter quand elles sont devenues le but complet de l'existence d'un homme. Et cela ne génère pas la sécurité, l'appréciation ou l'intimité. Cela génère l'étouffement, un poids excessif, la responsabilité du bonheur total d'une autre personne, un fardeau que personne ne veut porter. J'ai récemment suivi un homme, appelons-le Bruno, qui illustre parfaitement ce schéma destructeur. 30 ans, travail stable, hobbies occasionnels, amis qu'il voyait de temps en temps. Une vie correcte mais sans direction forte ou passion particulière. Il a rencontré une femme qui l'a vraiment marqué. Et littéralement du jour au lendemain, elle est devenue son projet principal. La salle de sport qu'il fréquentait sporadiquement a été abandonnée car les horaires ne coïncidaient pas avec sa disponibilité. Le projet parallèle qu'il développait a été mis en pause parce que je n'ai pas le temps maintenant que j'investis dans la relation. Les amis qu'il voyait souvent ont été progressivement oubliés parce qu'elle a besoin de moi ou je préfère passer du temps avec elle. Les hobbies individuels ont été remplacés par le simple fait de faire des choses qu'ils pouvaient faire ensemble. En 3 mois, toute la vie de Bruno tournait autour d'elle. Chaque décision était filtrée par « Comment cela affecte-t-il notre relation ?» Chaque heure libre lui était consacrée. Chaque pensée revenait finalement à elle. Il a essentiellement dissous son identité individuelle dans une identité complètement relationnelle. Le résultat, elle a commencé à se sentir étouffée, a commencé à sentir qu'elle portait tout son poids émotionnel, a commencé à réaliser qu'il n'avait pas de vie propre, seulement une vie qui orbitait autour d'elle. Et cela, au lieu de la faire se sentir valorisée, l'a fait se sentir surchargée. Elle a finalement rompu en disant qu'elle avait besoin de quelqu'un de plus indépendant. Bruno était dévasté. Mais voici la vérité brutale. Il n'a pas perdu une relation. Il a perdu le substitut qu'il utilisait à la place d'avoir son propre but. Et c'est pourquoi ça a fait si mal, parce qu'elle n'était pas seulement une personne précieuse dans sa vie. Elle était sa vie. Comparez cela avec un type que je connais. Appelons-le Richard. Quand il a rencontré quelqu'un d'intéressant, il a continué exactement comme il était. Salle de sport 5 fois par semaine, parce que la santé est une priorité non négociable. Projet parallèle de développement de logiciels, parce que l'apprentissage et la croissance sont des parties fondamentales de qui il est. Soirée du vendredi avec des amis proches, parce que ces relations ont été cultivées pendant des années et ont une valeur indépendante. Hobby de photographie et d'alpinisme, parce que cela le remplit de buts indépendamment d'un public. Elle n'est pas devenue le soleil autour duquel il orbitait. Elle a gagné l'entrée dans son système solaire, où il était le soleil, et plusieurs autres planètes, travail, amis, projets, santé, orbitaient également autour de lui. Elle était une planète supplémentaire, peut-être finalement une importante, mais pas la seule, pas celle qui définissait tout le système. Le résultat, elle a rivalisé pour son attention. Elle a valorisé chaque moment avec lui parce que ce n'était clairement pas garanti. Il avait d'autres priorités légitimes. Elle l'a respecté parce qu'elle voyait un homme avec une vie complète et intéressante qui choisissait de l'inclure. Pas un homme vide désespéré qu'elle remplisse le vide. La différence fondamentale, Bruno cherchait à se compléter à travers la relation. Richard cherchait à compléter une vie déjà complète. Bruno a fait d'elle son but. Richard a fait d'elle un ajout précieux à des buts déjà existants. Bruno était incomplet sans elle. Richard était complet indépendamment d'elle et potentiellement plus complet avec elle. Voici un principe qui n'a pas d'exception. L'attraction exige que vous soyez d'abord une personne complète. Complet ne signifie pas parfait. Complet signifie que vous avez une structure de vie qui a du sens indépendamment de toute personne spécifique. Cela signifie que vous vous réveillez avec un but qui ne dépend pas de la présence de quelqu'un. Cela signifie que vos journées ont un sens qui vient de l'intérieur.
pas de l'extérieur. Quand vous êtes une personne complète, une relation est un ajout. Quand vous êtes une personne incomplète, une relation est une tentative désespérée de combler un vide. Et les femmes sentent la différence instantanément. Elles ne peuvent peut-être pas l'articuler consciemment, mais elles connaissent la différence entre un homme qui les veut et un homme qui a besoin d'elles. Entre un homme qui choisit de partager une vie déjà précieuse et un homme qui a besoin d'elle pour rendre sa vie tolérable. Voici un test simple. Imaginez que vous avez une semaine complètement libre. Pas d'engagement professionnel, pas d'obligation sociale, pas de personnes spécifiques à voir. Comment rempliriez-vous cette semaine? Si votre réponse immédiate est « j'essaierai de passer le maximum de temps avec elle » ou « je ne sais pas, je m'ennuierai probablement », vous avez un problème fondamental. Vous n'avez pas une vie propre suffisante pour soutenir une attraction à long terme. Mais si votre réponse est une liste détaillée de projets que vous feriez avancer, de compétences que vous développeriez, d'expériences que vous rechercheriez, de livres que vous liriez, de lieux que vous exploreriez, vous avez les fondations d'une personne complète. Et une personne complète qui choisit d'inclure quelqu'un dans sa vie est infiniment plus attirante qu'une personne vide qui a besoin de quelqu'un pour remplir son temps. L'homme indifférent ne fait pas semblant d'avoir une vie occupée et intéressante. Il en a littéralement une parce qu'il a construit une existence indépendante de toute femme spécifique. Quand il sort avec elle, c'est une pause agréable par rapport à d'autres priorités. Quand il passe du temps avec elle, c'est un choix conscient de partager un moment précieux, pas un besoin désespéré de combler un vide. Quand il investit en elle, c'est une décision stratégique d'allouer une ressource limitée, son temps et son attention, à quelqu'un qui a démontré une valeur correspondante. Et voici le paradoxe final qui va clore ce bloc. Plus vous avez besoin de la relation pour vous sentir complet, moins vous devenez attirant en son sein. Moins vous en avez besoin, mais que vous choisissez toujours d'y être, plus vous restez attirant. Non pas parce que jouer l'inaccessible fonctionne, mais parce que la complétude authentique est magnétiquement attirante, tandis que le besoin désespéré est universellement répulsif. La femme qu'aucun homme ne peut manipuler ne veut pas non plus d'un homme qu'elle peut manipuler. Elle veut un homme avec une vie si complète que la manipulation est sans pertinence, parce qu'il n'a pas assez besoin d'elle pour compromettre ses valeurs, abandonner ses priorités ou sacrifier ses buts. Elle veut un homme qui la choisit parce qu'elle ajoute de la valeur, non parce qu'elle comble un besoin désespéré. Et vous ne devenez cet homme que lorsque vous cessez de faire de la relation votre but et commencez à faire de la relation le reflet de buts déjà existants. Quand votre vie est si riche, si pleine, si significative indépendamment de toute personne, qu'ajouter quelqu'un est un complément désiré, pas un composant essentiel. C'est la liberté ultime. Et paradoxalement, c'est ce qui vous rend plus capable de construire une relation saine que n'importe quelle quantité de disponibilité excessive ne le pourrait jamais. Il existe un principe fondamental et immuable dans toutes les dynamiques relationnelles que personne ne veut admettre parce que ça sonne cynique, parce que ça semble réduire l'amour à un jeu de pouvoir, parce que ça contredit le récit romantique dont nous avons été nourris depuis l'enfance. Mais c'est vrai. Testé des milliers de fois à travers des millions d'interactions, la personne la moins investie émotionnellement détient le plus de pouvoir dans la dynamique. Toujours, sans exception. Cela ne signifie pas que les relations saines sont des jeux de pouvoir conscients. Cela signifie qu'un équilibre sain émerge naturellement lorsque les deux parties ont des vies suffisamment complètes pour que la relation soit un choix désiré et non un besoin désespéré. Mais lorsque l'investissement est asymétrique, lorsqu'une personne se soucie de façon spectaculaire plus que l'autre, la dynamique devient implicitement hiérarchique, indépendamment des intentions ou des valeurs déclarées de l'un ou l'autre des participants. La personne la moins investie définit les termes, le rythme, les limites de l'interaction. Elle décide quand on se voit. Elle détermine la fréquence de la communication. Elle établit le niveau d'intimité. La personne la plus investie s'accommode de ces conditions, justifie des comportements qu'elle n'accepterait pas d'autres personnes, rationalise un traitement qu'elle reconnaît objectivement comme étant inférieur à la norme. Et voici la partie vraiment brutale. Ce déséquilibre se corrige rarement de lui-même. Il s'amplifie généralement progressivement jusqu'à ce que la personne la moins investie parte ou que la personne la plus investie s'épuise finalement complètement.
Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire des acrobaties mentales pour justifier un comportement que vous ne toléreriez objectivement pas d'autres personnes dans votre vie? Un délai excessif et incohérent pour répondre aux messages, des annulations fréquentes de rendez-vous avec des excuses vagues, une ambiguïté chronique sur le statut ou la direction de la relation, un manque évident de réciprocité dans l'effort, l'attention ou l'investissement émotionnel. Si un ami vous traitait ainsi, vous prendriez probablement vos distances ou auriez une conversation directe sur ce schéma. Mais quand c'est quelqu'un pour qui vous êtes investi romantiquement, vous trouvez des explications. Elle traverse une période difficile. Il est juste occupé par son travail. Elle a une anxiété d'engagement due à des relations passées. Il n'est pas très doué pour exprimer ses émotions. Vous accordez le bénéfice du doute à plusieurs reprises. Vous vous convainquez que c'est temporaire, que ça s'améliorera une fois que insérez une condition qui ne se matérialise jamais vraiment. Pourquoi? Parce que vous vous souciez plus. Et parce que vous vous souciez plus, vous tolérez plus. Et parce que vous tolérez plus, votre comportement communiquant une faible valeur devient la norme acceptée. Et parce que cela devient la norme acceptée, elle vous respecte moins. C'est un cycle auto-entretenu qui ne se termine que lorsque vous changez fondamentalement votre posture de surinvesti à convenablement indifférent. L'indifférence ici ne signifie pas ne pas s'en soucier du tout. Elle signifie calibrer votre investissement pour correspondre exactement au sien et ne pas le dépasser dans l'espoir naïf qu'un investissement unilatéral disproportionné inspirera finalement une réciprocité équivalente. Elle signifie reconnaître que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point qu'il vous aime en retour. Vous ne pouvez pas faire assez d'efforts pour compenser son manque d'efforts. Vous ne pouvez pas investir émotionnellement tellement qu'elle se sentira finalement obligée d'égaler. J'ai récemment suivi une femme, appelons-la Laura, qui illustre parfaitement cette dynamique de l'autre côté. Elle voyait deux hommes simultanément au début. D'abord Gustave, il était clairement très investi. Message constant, planification proactive de rendez-vous, expression claire de son intérêt et de son intention. Toujours disponible quand elle voulait de l'attention. Elle était de toute évidence une haute priorité pour lui. Deuxièmement, Fernand. Il était plus difficile à joindre. Réactif quand cela lui convenait, pas nécessairement quand elle le voulait. Annulait parfois des rendez-vous si quelque chose de plus important survenait. Moins expressif sur ses sentiments. Avait clairement une vie bien remplie où elle était une partie, pas le centre. De toute évidence moins investi que Gustave. Laura m'a dit littéralement, « Rationnellement, je sais que Gustave serait meilleur pour moi. Il me traite incroyablement bien. Il est attentionné, constant, communicatif. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Fernand. Il y a quelque chose dans le fait de ne pas pouvoir complètement l'avoir qui m'obsède. Avec Gustave, j'ai l'impression d'avoir déjà gagné. Avec Fernand, j'ai l'impression d'être encore en compétition. » Elle a finalement choisi Fernand. Non pas parce qu'il était une meilleure personne, non pas parce qu'il la traitait mieux, mais parce que la dynamique de pouvoir le favorisait. Il était moins investi, ce qui, paradoxalement, l'a poussé à investir plus. Gustave était plus investi, ce qui l'a poussé à investir moins, parce qu'elle avait déjà un accès complet sans effort. Et voici le détail ironique. Dès que Laura s'est totalement engagée avec Fernand, dès qu'elle est devenue la personne la plus investie dans la dynamique, il a perdu tout intérêt. Pourquoi? Parce que ce qui l'attirait n'était pas elle spécifiquement. C'était la tension, le défi, le besoin de rivaliser pour son attention. Une fois qu'elle est devenue totalement disponible, totalement investie, totalement prévisible, la valeur perçue a chuté. Est-ce superficiel? Peut-être. Mais c'est réel. Et ignorer des schémas réels parce que nous préférerions qu'ils soient différents ne vous protège pas des conséquences. Cela garantit seulement que vous continuerez à être le Gustave de la situation, regardant la personne que vous traitez bien, choisir celle qui la traite avec une indifférence stratégique. Voici une vérité encore plus profonde sur l'investissement asymétrique. Vous enseignez littéralement aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. Chaque fois que vous répondez immédiatement, alors qu'elle met constamment des heures. Chaque fois que vous ajustez tout votre emploi du temps, alors qu'elle ajuste rarement le sien. Chaque fois que vous investissez émotionnellement au-delà de ce qu'elle rend, vous l'entraînez activement à croire que votre temps, votre attention et votre énergie émotionnelle ont une faible valeur, qu'ils n'ont pas besoin d'être gagnés parce qu'ils sont donnés librement, qu'ils n'ont pas besoin d'être rendus parce que vous les fournissez indépendamment de son comportement.
qu'il n'y a pas de conséquence à son manque d'effort parce que vous compensez par votre excès d'effort. Vous programmez essentiellement la dynamique pour un déséquilibre permanent par vos réponses comportementales. Et voici la partie que personne ne veut accepter. Une fois que vous avez établi ce schéma au sein d'une interaction spécifique, il est extrêmement difficile de le changer parce que vous avez déjà défini les termes. Vous avez déjà communiqué la valeur. Essayez soudainement d'avoir plus de limites, d'être moins disponible, d'exiger plus de réciprocité. Tout cela est perçu comme un changement de tactique manipulateur, pas une expression authentique d'une valeur accrue. C'est comme négocier un salaire. Si vous acceptez une offre initiale basse, essayez de renégocier pour le double 6 mois plus. Tard sans changement radical dans vos responsabilités est considéré comme injustifié. Vous avez déjà accepté cette valeur. Vous avez déjà signalé que vous êtes prêt à travailler pour ce prix. Augmenter le prix plus tard semble opportuniste, même dynamique dans les relations. Si vous établissez un schéma d'investissement disproportionné dès le début, essayer de recalibrer plus tard ressemble à de la manipulation, pas à la correction d'un déséquilibre. La seule façon d'éviter ce piège est de ne jamais y tomber initialement. Calibrer l'investissement dès le premier jour, correspondre au sien, ne pas le dépasser en attendant une réciprocité future. Mais voici un principe crucial. Le pouvoir relationnel ne concerne pas la domination ou le contrôle. Il concerne l'équilibre. Lorsque les deux parties sont investies de manière similaire, lorsque personne n'a plus besoin que l'autre, lorsque les deux choisissent d'être présents pour la valeur ajoutée plutôt que pour le besoin de combler un vide, il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir, il y a un partenariat. Le problème provient exclusivement de l'asymétrie. Et l'asymétrie survient lorsqu'une personne fait de la relation son but central, tandis que l'autre traite la relation comme un complément à un but déjà existant. Lorsqu'une personne s'accommode de tout, tandis que l'autre maintient des limites. Lorsqu'une personne tolère n'importe quoi pour maintenir la connexion, tandis que l'autre est prête à partir si les normes ne sont pas respectées. L'homme indifférent ne cherche pas le pouvoir sur la femme. Il refuse simplement d'accepter une position de moindre pouvoir. Il n'investira pas plus qu'elle n'investit. Il ne tolérera pas un traitement qu'il ne tolérerait pas des autres. Il ne fera pas d'elle une priorité plus grande qu'elle ne le fait de lui. Non pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il se valorise suffisamment pour exiger une réciprocité de base. Et voici ce qui se passe lorsque vous opérez depuis cette posture. Soit elle égale votre investissement, créant une dynamique équilibrée et saine, soit elle ne l'égale pas, révélant qu'elle ne vous valorise pas suffisamment pour justifier un investissement supplémentaire de votre part. Les deux résultats sont des victoires. Dans le premier cas, vous avez une relation fonctionnelle. Dans le second cas, vous avez préservé votre temps et votre énergie émotionnelle pour quelqu'un qui les valorisera finalement de manière adéquate. Le seul résultat perdant est de continuer à investir de manière disproportionnée en espérant qu'elle se réveillera un jour et réalisera votre valeur. Cela n'arrive jamais. Soit elle voit déjà votre valeur et investit de manière adéquate, soit elle ne la voit pas et ne la verra jamais plus clairement grâce à un plus grand investissement de votre part. Un investissement disproportionné continu ne fait que confirmer dans son esprit que vous n'avez pas assez de valeur pour commander un investissement égal. Voici donc le choix brutal. Acceptez-vous une position de moindre pouvoir en attendant patiemment qu'elle vous valorise davantage un jour? Ou exigez-vous l'équilibre dès le début, sachant que cela signifie que certaines personnes partiront, mais que celles qui resteront le feront à des conditions équitables? La première option semble plus sûre car vous gardez la personne. La seconde option semble plus risquée car vous pourriez la perdre. Mais voici ce que vous apprenez finalement. Garder quelqu'un par un investissement disproportionné n'est pas une victoire. C'est une prison où vous travaillez constamment pour mériter quelque chose qui devrait être librement donné si cela avait vraiment de la valeur pour elle. La seule vraie victoire est d'être choisi par quelqu'un qui investit autant que vous, qui vous valorise, autant que vous la valorisez, qui fait de vous une priorité parce que vous le méritez vraiment, pas parce que vous avez suffisamment supplié, et vous n'y parvenez que lorsque vous cessez d'accepter des miettes et commencez à exiger un banquet. Quand vous cessez d'être reconnaissant pour une attention de base et commencez à attendre un réel effort. Quand vous cessez de célébrer chaque petit signe d'intérêt comme s'il s'agissait d'une grande réussite et commencez à reconnaître que l'intérêt authentique ne nécessite pas d'interprétation. Il est évident, constant et réciproque. L'homme qu'aucune femme ne peut manipuler
n'est pas immunisé contre la manipulation par une technique sophistiquée ou une volonté surhumaine. Il est immunisé parce qu'il a construit une vie où perdre une personne spécifique ne fait pas s'effondrer toute sa structure, où sa valeur n'est pas déterminée par la valeur que quelqu'un lui accorde, où son bonheur ne dépend pas de l'approbation externe, où son but existe indépendamment de toute relation. Et lorsque vous opérez depuis cette position de force authentique, les dynamiques de pouvoir s'équilibrent automatiquement, parce que vous n'avez pas plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous. Vous la choisissez autant qu'elle vous choisit. Vous investissez proportionnellement à son investissement. Et si cet équilibre n'existe pas, vous êtes prêt à partir parce que préserver votre propre valeur est plus important que de préserver l'accès à quelqu'un qui ne vous valorise pas de manière adéquate. C'est l'indifférence stratégique dans son essence. Ce n'est pas faire semblant de ne pas s'en soucier. C'est se soucier réellement plus de maintenir ses normes que de garder une personne spécifique qui ne respecte pas ces normes. Et paradoxalement, c'est exactement la posture qui donne aux gens l'envie de respecter vos normes. Alors, comment sortez-vous du piège de la disponibilité excessive? Comment passez-vous de l'homme que les femmes tolèrent par commodité à l'homme qu'elles se battent pour garder? Comment recalibrez-vous des années de conditionnement social qui vous ont appris à démontrer votre valeur par une disponibilité constante? D'abord, comprenez qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler. Il ne s'agit pas de tactiques artificielles pour paraître moins intéressé que vous ne l'êtes vraiment. Il s'agit de retrouver un équilibre authentique dans votre vie. Il s'agit de restaurer des priorités naturelles où vous êtes le centre de votre propre existence, pas un satellite orbitant autour de quelqu'un d'autre. L'indifférence stratégique fonctionne précisément parce qu'elle n'est pas artificielle lorsqu'elle est bien appliquée. Ce n'est pas une performance. C'est la restauration d'une structure naturelle de vie saine où vous avez des buts, des objectifs et des normes qui précèdent toute personne spécifique. Vous ne faites pas semblant d'être occupé, vous devenez réellement occupé par des choses qui comptent indépendamment de toute femme. Vous n'ignorez pas délibérément les messages pour jouer l'inaccessible. Vous répondez simplement quand vous avez naturellement le temps parce que votre vie a d'autres exigences légitimes qui rivalisent pour votre attention. Vous ne retenez pas la vulnérabilité de manière manipulatrice. Vous la partagez sélectivement avec des personnes qui ont démontré par le temps et leur propre investissement constant qu'elles ont gagné l'accès à ce niveau d'intimité. La différence entre une stratégie manipulatrice et une posture authentique est la suivante. La manipulation est une tactique consciente calculée pour obtenir un résultat spécifique. L'authenticité est l'expression naturelle de valeurs et de priorités déjà établies comme fondamentales de qui vous êtes. Voici les principes pratiques spécifiques pour le recalibrage. Principe 1. Reconstruisez d'abord votre vie indépendante. Avant toute chose, vous devez avoir une vie qui fonctionne complètement sans personne de spécifique. Cela signifie des routines de fitness que vous maintenez religieusement, des projets professionnels ou créatifs qui avancent de manière constante, un cercle social que vous cultivez activement, des hobbies qui vous absorbent vraiment, des objectifs personnels que vous poursuivez avec discipline. Ne construisez pas cela pour paraître attirant. Construisez-le parce qu'une vie complète est une condition requise pour être une personne complète. Et une personne complète est le seul type qui peut construire une relation saine. Si vous entrez dans une interaction amoureuse en tant que personne incomplète attendant d'être complétée, vous êtes déjà programmé pour l'échec. Vous offrez un fardeau, pas un partenariat. Test, si vous vous réveilliez demain et découvriez que vous êtes célibataire pour une durée indéterminée, votre semaine aurait-elle une structure significative? Vos journées auraient-elles un but clair? Ou seriez-vous à la dérive, attendant la prochaine distraction amoureuse pour donner un sens à votre existence? Principe 2. Calibrez votre investissement sur le sien, ne le dépassez jamais en attendant une réciprocité future. Observez combien d'efforts elle met dans l'interaction, combien de temps elle met pour répondre de manière constante, à quel point elle ajuste son emploi du temps, à quel point elle investit émotionnellement, à quel point elle initie le contact, à quel point elle planifie des rendez-vous, à quel point elle démontre son intérêt par des actions, pas seulement des mots. Ensuite, correspondez exactement à ce niveau, pas plus. Si elle met 3 heures à répondre en moyenne, vous mettez aussi 3 heures. Si elle annule des rendez-vous occasionnellement, vous maintenez également vos autres priorités et annulez lorsque nécessaire.
Si elle partage sélectivement, vous partagez également sélectivement. Si elle investit 30% de son énergie disponible, vous investissez 30% de la vôtre. Cela semble calculé? Peut-être. Mais c'est plus sain que l'alternative où vous investissez 90% pendant qu'elle investit 30%, créant un déséquilibre insoutenable qui aboutit finalement à votre ressentiment ou à sa perte de respect. Principe 3. Maintenez vos priorités non négociables. Identifiez 3 à 5 choses dans votre vie qui sont absolument non négociables. Peut-être que c'est l'exercice physique régulier. Peut-être que c'est un projet professionnel important. Peut-être que c'est du temps avec la famille ou les amis proches. Peut-être que c'est un hobby qui définit une partie de qui vous êtes. Quelle qu'elle soit, elle ne change pas pour accommoder quelqu'un jusqu'à ce que cette personne prouve, sur une période considérable, qu'elle a gagné un niveau d'importance justifiant une reconsidération. Quand elle veut vous voir, mais que cela entre en conflit avec votre routine de sport, vous n'annulez pas le sport. Vous proposez un autre créneau qui fonctionne sans sacrifier votre priorité. Quand elle veut parler mais que vous êtes au milieu d'un travail important, vous ne laissez pas tout tomber. Vous dites que vous la rappellerez quand vous aurez terminé. Quand elle veut que vous annuliez des plans avec des amis, vous n'annulez pas. Vous expliquez que ces engagements sont importants et proposez votre prochaine disponibilité réelle. Ce n'est pas être inflexible ou égoïste. C'est démontrer que vous avez une vie structurée qui ne se dissout pas au moment où quelqu'un d'intéressant apparaît. Et paradoxalement, cela vous rend infiniment plus attirant qu'un homme qui réorganise immédiatement tout. Principe 4. Partagez sélectivement, pas sans discernement. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire de votre vie lors des premiers rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de verbaliser chaque pensée et sentiment. Vous n'avez pas besoin de gérer chaque émotion avec elle. Gardez certaines choses privées, non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que tout n'a pas besoin d'être partagé immédiatement avec tout le monde. Quand elle pose des questions, répondez honnêtement, mais pas nécessairement de manière exhaustive. Donnez suffisamment d'informations sans élaborer inutilement. Laissez-la poser des questions de suivi si elle veut en savoir plus. N'anticipez pas tout ce qu'elle pourrait vouloir savoir et ne le déversez pas d'avance. La vulnérabilité doit être dosée et méritée. Partagez des moments vulnérables lorsque le contexte a du sens et après qu'elle a démontré sa propre réciprocité. N'utilisez pas la vulnérabilité comme un outil pour créer une intimité forcée prématurément. Principe 5. Acceptez que certains partiront, et c'est une fonctionnalité, pas un bug. Voici une vérité difficile. Certaines relations ne survivront tout simplement pas à ce recalibrage. Et c'est parfaitement normal. En fait, c'est génial. Parce que si la seule raison pour laquelle quelqu'un était dans votre vie était que vous étiez toujours disponible et excessivement accommodant, alors ce que vous aviez n'était pas une relation basée sur une valeur mutuelle authentique. C'était un arrangement de convenance unilatérale où vous fournissiez une utilité tout en recevant des miettes. Quand vous cessez d'être pratique, les personnes qui n'étaient là que pour la commodité s'en vont. Cela fait mal temporairement, mais cela vous libère pour des connexions authentiques avec des personnes qui vous valorisent en tant que personne complète, pas comme une extension utile toujours disponible. La femme qui vous valorise vraiment ne s'éloignera pas lorsque vous aurez des limites saines. Elle ne disparaîtra pas lorsque vous démontrerez un respect de soi fonctionnel. Elle ne perdra pas intérêt lorsque vous maintiendrez une vie complète en dehors d'elle. Elle respectera cela, sera attirée par cela, rivalisera pour maintenir un accès privilégié car elle reconnaîtra que vous n'êtes pas un acquis. Mais la femme qui n'était là que parce que vous étiez une option pratique et sans effort, elle partira dès que vous ne serez plus si pratique. Et vous devriez célébrer cela, pas le déplorer, parce qu'elle gaspillait un temps que vous pourriez investir dans quelqu'un d'authentique. Principe 6. Soyez patient avec le processus. Si vous avez passé des années à fonctionner d'une certaine manière, le changement ne se produit pas instantanément. Vous ressentirez de vieilles pulsions. Vous voudrez répondre immédiatement quand elle enverra enfin un message après des heures. Vous voudrez annuler vos plans quand elle suggérera de vous voir. Vous voudrez démontrer un investissement excessif pour prouver votre intérêt. Ces pulsions sont d'anciens schémas neuronaux qui meurent lentement. Reconnaissez-les, observez-les, mais n'agissez pas en conséquence. Répondez quand vous avez réellement le temps, pas quand votre impulsion désespérée l'exige. Maintenez vos plans quand ils sont importants. Ne les annulez pas par réflexe de vouloir plaire.
Avec le temps, votre posture par défaut changera organiquement. Elle passera de « comment puis-je lui prouver ma valeur » à « ajoute-t-elle suffisamment de valeur à ma vie complète pour justifier une place significative en elle ». Cette inversion de cadre est tout, et elle exige de la patience car des décennies de conditionnement ne sont pas défaites en quelques semaines. Principe 7. Reconnaissez que cela ne la concerne pas, cela vous concerne. Le recalibrage n'est pas une tactique pour qu'une femme spécifique vous désire plus. C'est une restauration de l'équilibre personnel qui fait de vous une personne plus complète, plus attirante, plus respectable. Si ça marche avec elle, spécifiquement, super. Si ça ne marche pas, vous êtes quand même meilleur pour avoir recalibré, car vous opérez maintenant depuis une position de complétude plutôt que de besoin. L'objectif n'est pas de avoir la fille. L'objectif est de devenir le genre d'homme dont les femmes de qualité veulent naturellement être proches. Et ce genre d'homme a une vie complète, des normes claires, des limites fonctionnelles et suffisamment de respect de soi pour s'éloigner des situations qui ne le servent pas. Lorsque vous opérez depuis cette posture, les résultats relationnels s'améliorent comme une conséquence naturelle. Non pas parce que vous avez appris des techniques de manipulation, mais parce que vous êtes devenu une version plus précieuse de vous-même. Et la valeur authentique attire l'intérêt authentique. De leur conclusion, la vérité ultime sur l'indifférence stratégique. Nous voici donc à la fin, et il est temps de faire une synthèse complète. Il est temps de relier tous les points que nous avons développés tout au long de ce parcours. Il est temps d'articuler la vérité finale que personne ne veut dire à voix haute, mais que tout homme qui réussit dans ses relations comprend intuitivement. La vérité centrale est brutalement simple. Vous ne pouvez pas négocier le désir. Vous ne pouvez pas créer l'attirance par la disponibilité. Vous ne pouvez pas inspirer le respect par une accommodation constante. Vous ne pouvez pas générer d'investissement par un investissement disproportionné. Vous ne pouvez pas être choisi pour une valeur démontrée par un besoin démontré. L'attirance est une réponse à la valeur perçue. Et la valeur perçue vient principalement de la rareté, pas de l'abondance, du mystère, pas de la transparence totale, de la complétude individuelle, pas du besoin désespéré, des limites fonctionnelles, pas de l'accommodation illimitée, de la calibration de l'investissement, pas du don unilatéral d'énergie émotionnelle. Les hommes qui comprennent cela profondément n'ont pas besoin de jouer à des jeux car ils ont structuré leur vie de telle manière que la rareté est une conséquence naturelle du fait d'avoir des buts, des objectifs et des normes qui précèdent toute personne spécifique. Ils ne retiennent pas l'attention de manière manipulatrice. Ils ont simplement d'autres choses qui rivalisent légitimement pour elles. Ils ne feignent pas l'indifférence. Ils sont convenablement indifférents parce qu'aucune femme individuelle n'est essentielle à leur sentiment de valeur ou à la direction de leur vie. Et paradoxalement, cela les rend infiniment plus attirants que les hommes qui feraient n'importe quoi, sacrifieraient tout, toléreraient n'importe quel traitement pour garder quelqu'un d'intéressé. Parce que l'attirance ne répond pas au sacrifice, elle répond à la valeur. Et la valeur exige que vous restiez précieux au lieu de vous dissoudre dans un besoin désespéré d'être choisi. Chaque exemple que j'ai montré, de Raphaël qui est devenu complètement disponible et a été écarté, de Marine qui a choisi le type le moins accessible, de Bruno qui a dissous sa vie dans une relation, de Laura qui ne pouvait s'empêcher de penser à celui qui la valorisait le moins. Tous illustrent le même principe fondamental. Le déséquilibre de l'investissement détruit l'attirance. Quand vous vous souciez plus, vous perdez plus. Quand vous tolérez plus, vous recevez moins. Quand vous investissez plus, vous êtes moins valorisé. Non pas parce que les gens sont naturellement cruels, mais parce que la valeur est fonction de la rareté. Et vous ne pouvez pas être rare lorsque vous êtes disponible de manière illimitée. Le monde a changé. Les règles ont changé de façon spectaculaire. Et continuer à opérer sous un ancien paradigme où la disponibilité, la transparence et l'effort excessif créent l'attirance et la garantie d'une frustration continue. Vous pouvez résister à cette vérité. Vous pouvez arguer qu'elle est cynique, qu'elle est manipulatrice, qu'elle est injuste, que les gens devraient valoriser la gentillesse et l'effort. Et, philosophiquement, peut-être avez-vous absolument raison. Peut-être que le monde devrait fonctionner ainsi. Peut-être que les gens devraient choisir leur partenaire en fonction de qui les traite le mieux, plutôt que de qui les fait travailler le plus pour leur attention. Peut-être que des relations saines devraient être basées sur une communication totale et une disponibilité mutuelle.
Mais pendant que vous débattez de la façon dont les choses devraient être, observez le monde qui vous entoure. Observez quels hommes ont les dynamiques relationnelles que vous enviez. Observez non pas leurs déclarations publiques sur les relations saines, mais leur comportement réel dans les interactions. Vous verrez le schéma se confirmer à plusieurs reprises à travers des milliers d'exemples. Ils maintiennent leur vie comme priorité absolue. Ils ont des limites clairement définies et défendues. Ils partagent sélectivement plutôt que sans discernement. Ils calibrent l'investissement au lieu de tout donner d'avance. Ils restent mystérieux parce qu'ils ne ressentent pas la compulsion de tout révéler. Ils sont convenablement indifférents parce qu'ils ont construit des existences complètes où aucune personne spécifique n'est essentielle. Et vous, verrez les femmes orbiter autour d'eux naturellement. Rivaliser activement pour leur attention. Valoriser chaque moment d'accès parce qu'il n'est pas garanti. Les respecter parce qu'ils démontrent d'abord le respect de soi. Investir en eux parce qu'ils n'investissent pas de manière disproportionnée en premier. Non pas parce que ces hommes sont exceptionnellement attirants physiquement ou financièrement riches, mais parce qu'ils ont structuré leur vie et leurs interactions de telle manière que leur temps, leur attention et leur investissement émotionnel sont perçus comme rares et, par conséquent, précieux. Ils sont devenus des prix à gagner plutôt que des commodités à utiliser. Le choix final est le vôtre, et seulement le vôtre. Vous pouvez continuer à être l'homme complètement disponible, totalement transparent, excessivement investi, et accepter que votre expérience relationnelle ne changera probablement pas de manière significative, que vous continuerez à être une option de commodité plutôt qu'un choix délibéré, que vous resterez en position de moindre pouvoir dans les dynamiques relationnelles, que vous serez moins valorisé précisément parce que vous valorisez plus, où vous pouvez reconnaître que l'attraction ne répond pas à la logique que vous voudriez qu'elle suive, que les vraies règles sont différentes des règles idéales, que jouer selon des règles qui n'existent plus ne fait que garantir que vous continuez à perdre. Vous pouvez recalibrer vos priorités fondamentalement en vous plaçant réellement en premier. Construire une vie si complète, si riche, si significative qu'ajouter quelqu'un est un complément désiré, pas un composant essentiel. Et puis observez comment les dynamiques changent lorsque vous cessez de poursuivre la validation et commencez simplement à vivre d'une manière qui rend la validation externe sans pertinence. Lorsque vous cessez d'essayer de prouver votre valeur et commencez à exprimer votre valeur par la façon dont vous vivez, indépendamment de l'approbation de quiconque. La seconde option exige la mort de l'ego qui s'attend à être aimé pour sa commodité et sa disponibilité illimitée. Elle exige d'accepter que vous ne serez pas valorisé pour votre sacrifice. Elle exige de reconnaître que des relations saines se nouent entre des personnes complètes échangeant de la valeur, pas des personnes incomplètes essayant de combler des vides. Mais c'est le seul chemin pour être choisi pour des raisons qui comptent vraiment, pour être respecté authentiquement plutôt que toléré par commodité, pour avoir une dynamique relationnelle où vous avez autant de pouvoir qu'elle, où aucun de vous n'est en position de mendier l'attention de l'autre. L'homme qu'aucune femme ne peut manipuler n'a pas développé une immunité grâce à une technique sophistiquée de détection de la manipulation. Il a construit une vie où la manipulation est sans pertinence parce qu'il n'a pas assez besoin d'une personne spécifique pour compromettre ses valeurs, abandonner ses priorités ou sacrifier ses buts. Il choisit d'être dans une relation parce qu'elle ajoute de la valeur à une vie déjà complète, non parce qu'elle comble un vide dans une vie vide. Et quand vous intériorisez enfin cela, quand vous cessez de faire de la relation votre but et commencez à faire de la relation le reflet de buts déjà existants, quelque chose de fondamental change. Vous cessez d'opérer depuis une position de besoin et commencez à opérer depuis une position de choix. Vous cessez d'accepter des miettes et commencez à exiger une réciprocité réelle. Vous cessez de tolérer le manque de respect parce que vous avez besoin de la connexion et commencez à vous éloigner des situations qui ne vous servent pas. C'est la liberté ultime. Pas la liberté des relations, mais la liberté au sein des relations. La liberté de choisir sans désespoir. La liberté de partir sans dévastation. La liberté d'exiger des normes sans peur de rester seul. Parce que vous reconnaissez que rester seul en gardant sa dignité est infiniment meilleur que d'être accompagné en sacrifiant son respect de soi. Et paradoxalement, c'est exactement la posture qui vous rend le moins susceptible de rester seul. Parce que lorsque vous opérez depuis cette position de complétude authentique, lorsque vous exigez une réciprocité de base,
lorsque vous maintenez des normes claires, vous attirez naturellement des personnes qui sont prêtes à vous rencontrer à ce niveau. Des personnes qui ne voient pas la relation comme une extraction de valeur, mais comme un échange de valeur. Voici donc la vérité finale que personne ne veut admettre, mais qui libère complètement lorsque vous l'acceptez. L'indifférence stratégique ne consiste pas à ne pas s'en soucier. Elle consiste à se soucier davantage de maintenir sa valeur que de garder une personne spécifique qui ne vous valorise pas de manière adéquate. Elle consiste à construire une vie où perdre quelqu'un signifie perdre une partie, pas perdre tout. Elle consiste à être choisi parce que vous êtes précieux, pas toléré parce que vous êtes pratique. C'est la seule indifférence qui compte. Et une fois que vous l'atteignez, non pas comme une performance, mais comme le résultat naturel d'avoir construit une vie authentiquement complète, vous devenez exactement le genre d'homme que les femmes de qualité se battent pour côtoyer. Non pas parce que vous les avez manipulés par des tactiques, mais parce que vous êtes devenu une version de vous-même qui commande naturellement le respect, inspire l'attraction et mérite un investissement réciproque. Le chemin est clair. La vérité a été révélée. Le choix est exclusivement le vôtre. Vous pouvez continuer comme vous êtes et accepter plus de la même chose, ou vous pouvez mourir à la version de vous qui a besoin d'être choisie et renaître en tant que version qui est simplement choisie comme conséquence naturelle d'être authentiquement précieux. C'est la vérité. Inéluctable, testée à l'infini, constante à travers des millions d'interactions. Vous pouvez argumenter contre elle, vous pouvez y résister, vous pouvez souhaiter qu'elle soit différente, mais vous ne pouvez pas la changer. Vous pouvez seulement décider si vous allez l'opérer en votre faveur ou continuer à lutter contre elle avec un désavantage permanent. C'est la réalité du monde relationnel moderne. Et une fois que vous la voyez avec une clarté totale, une fois que vous l'acceptez complètement, une fois que vous agissez en conséquence de manière constante, vous n'opérez plus jamais en position de faiblesse. Vous devenez exactement ce que cette vérité exige, un homme complet, précieux, choisi parce qu'il le mérite, pas toléré parce qu'il le supplie. Et c'est une liberté finale qu'aucune quantité de disponibilité excessive ne pourrait jamais acheter.